pour votre implication. Votre implication, c'est important de le rappeler avant qu'on lance concrètement le webinaire d'aujourd'hui. Quelques rappels. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait un webinaire, mais en tout cas, on va vous faire aussi participer. L'idée, c'est aussi de mieux vous connaître, donc que ce soit interactif et qu'on soit dans l'échange surtout. L'objectif, c'est d'éviter les monologues. Donc, on aura des sessions de questions. Vous le verrez, il y a des slides qui sont dédiés à ça. Et on a également des sondages qui sont stylés un petit peu sur l'ensemble de la présentation, enfin plutôt du webinaire. On y va. Alors, tout d'abord, le classique tour de table et la présentation. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et donc, du coup, nos deux intervenants à se présenter. Johanna, honneur aux dames. voilà. Bon, je sais pas si on a le droit de dire ça maintenant, mais je le dis à ta place. Voilà, exactement. C'est pas moi qui l'ai dit. Vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous, Johanna Todorova, je suis responsable compteur communicant pour le groupe TOR. Donc, j'imagine que c'est à moi de continuer maintenant. Donc, je suis Bernard Bouin, je suis directeur du développement d'Ubicité. Ubicité, c'est autant sort, je pense que tout le monde connaît que Ubicité, c'est une marque qui est plutôt récente. Ubicité, c'est une filiale du groupe Altitude. Altitude, c'est un aménageur numérique du territoire qui est présent à peu près dans un tiers des départements français. Et Ubicité conçoit, met en œuvre, accompagne les collectivités dans les projets de territoire connecté. Parfait, merci. Et Mickaël Delaroche, moi j'aurai la chance d'être votre animateur aujourd'hui sur ce webinaire. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le choix de la connectivité. Quand on parle de télérelève, souvent ça amène des débats sur la connectivité. Donc c'est une question qui est très intéressante déjà et sur laquelle on nous sollicite assez souvent. Donc je m'adresse à toi, Johanna, aujourd'hui. Qu'est-ce qui a poussé l'ASOR à basculer sur la technologie LoRa, sachant qu'aujourd'hui, sur les 1 million de compteurs qui sont connectés chez l'ASOR, tous ne sont pas connectés en LoRa, il y a un historique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui tu as fait ce choix, enfin vous avez fait ce choix? Oui, bien sûr, donc un peu de contexte, autant que délégataire du service public de l'eau, le choix ne nous appartient pas de les compteurs. Le besoin d'une radio ou d'interrelève vient de nos clients. Et donc, c'est dans le cadre dans les appels d'offres et dans les cahiers de charges que nous avons des besoins exprimés sur ce sujet-là. Les premiers besoins remontent un peu plus de 10 ans maintenant. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de solution disponible sur le marché de type étagère, et qu'on pouvait acheter une solution à proposer à nos activités. Donc, tous les délégateurs du service public de l'eau, tous obligés de proposer une solution technique qu'on a chacun mis en place de notre côté. Donc, une DG1, DG2, parfois DG3. Mais il se trouve que depuis quelques années, LoRaWAN a émergé et a fait du consensus sur le marché. Et aujourd'hui, c'est la technologie qui propose le plus grand cercle d'acteurs qui l'ont adopté. Et on a vraiment plusieurs partenaires à chaque niveau de la chaîne de valeur qui sont présents sur le marché et qui proposent des services en LoRaWAN. Donc, c'est aujourd'hui, et ça fait, c'est la raison principale pour laquelle on l'a adopté. C'est vraiment la technologie clé en main sur le marché qui permet d'assurer une interopérabilité, une indépendance de la solution pour nos. Mickaël, on t'entend pas. C'est ton micro qui. C'est bon, c'est cool. Il fallait bien le faire. Ouais, autant faire à la première, au moins c'est fait. C'est les joies du direct. Enfin voilà, donc. Et donc je disais que Bernard, on voit aussi qu'il y a également des projets de plus en plus, qui s'industrialisent en LoRa sur des contextes urbains, ultra-urbains et très ruraux, différents types de contextes de collectivités.
Quel est l'intérêt pour une collectivité aujourd'hui de mettre en place de la télérelève sur ce type de techno et sur ce type d'usage? Oui, en effet, Michael, tu as vraiment raison. C'est-à-dire que au démarrage, en effet, c'est des choses qui avaient plutôt tendance à démarrer sur les grosses intercommunalités, les métropoles, les communautés urbaines. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une maturité, en effet, du produit qui permet de couvrir des territoires à différentes échelles. Et je pense que c'est aussi un des avantages de cette technologie, à la fois capable de fournir des choses en zone très dense, urbain très dense, et puis à la fois avec une couverture radio sur plusieurs kilomètres qui va permettre et ben, du coup d'avoir un aménagement numérique du territoire dans des zones beaucoup plus éloignées. Donc ça, c'est en effet avec différents types de structures qui peuvent porter le sujet. Bien évidemment, en effet, ça va dépendre des compétences. On verra tout à l'heure l'intérêt aussi de la mutualisation. Mais donc, c'est quoi les intérêts? Ce sont quoi les intérêts? Ben, les intérêts, ils peuvent être d'ordre de divers ordres, et en fait, ça va dépendre aussi, bien évidemment, de la commande politique et de la vision qu'on veut avoir. On peut retrouver des intérêts purement environnementaux, hein. Par exemple, la gestion de la ressource en eau, ben, économiser des eaux, économiser la ressource en eau. Il peut être, et d'ailleurs, j'ai même parlé d'intérêt économique, ça veut dire que du coup, il y a un intérêt aussi économique à économiser aussi la ressource en eau. Il y a un intérêt politique, c'est-à-dire ça permet aussi de renforcer la relation entre les politiques et leurs citoyens. On en reparlera également tout à l'heure, c'est-à-dire que on voit vraiment l'attachement même des petites mairies à avoir gardé cette compétence autour de l'eau. C'est pour dire que la relation du politique autour de l'eau est vraiment primordiale. Et puis, c'est aussi en termes de contraintes budgétaires aussi, l'idée n'étant pas de remplacer les humains par des machines, mais c'est plutôt de réorganiser les ressources au bon endroit, pouvoir optimiser ces ressources humaines dans les collectivités. Ça peut être le cas notamment côté régie. Et puis, dernier point, et je pense que c'est là aussi où on voit mûrir des projets à des échelles plus larges. En fait, c'est cette question de souveraineté, le fait de pouvoir mettre en œuvre, parce que jusqu'à là, on n'a pas encore parlé, le fait de disposer d'un réseau qui revient aux collectivités, et ces initiatives publiques de disposer d'un réseau souverain pour la collectivité, ben, c'est un gage de garantie dans le temps pour pouvoir maîtriser ces données. Et peut-être pour ajouter ce que Bernard vient de nous dire, c'est que il peut y avoir des réseaux qui appartiennent à la collectivité, mais dans le cadre de la délégation du service public de l'eau. On est toujours autour de l'eau parce que l'eau, c'est l'usage le plus massif qui permet de financer un réseau. Mais là, vraiment, ce que le LoRaWAN permet, c'est vraiment d'aller au-delà, d'avoir une vraie démarche de territoire connecté et de déployer un réseau à une échelle autre que l'eau, bénéficier des autres usages également. Complètement, ouais. Je pense que la mutualisation, c'est un sujet qu'on va de toute façon revoir aussi dans le fil du webinaire. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est sur le choix du LoRaWAN, c'est vraiment ce côté l'écosystème important sur lequel on va pouvoir créer du cas d'usage et de l'ouverture et du choix finalement pour les clients finaux, et donc de la liberté, notion d'ouverture aussi, d'interopérabilité. Tu l'as dit, ça, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle dans n'importe quelle typologie de marché, mais encore plus peut-être sur le marché de territoire connecté durable ou de télérelève, l'ouverture est extrêmement important. La notion de maturité aussi, je retiens. Et ce que je retiens aussi, ce que j'aime bien, ce que tu as dit, Bernard, c'est ce côté où le LoRaWAN, il s'adapte parfaitement bien, quelle que soit la typologie de territoire. Il faut appréhender ces territoires, en effet, mais par contre, il faut le LoRa, en tout cas, le LoRaWAN permet de s'adapter comme ça au territoire. Et puis, tu as dit le mot magique un peu du moment, c'était pas forcément répété sur ce sujet-là, mais la souveraineté. Et clairement, je pense que la souveraineté, en ce moment, on va en entendre beaucoup parler. Et le LoRaWAN, clairement, permet cette souveraineté de l'infrastructure et de la data. On me dit déjà dans l'oreillette que niveau timing, il faut on est trop bavard. Et on est vraiment des passionnés. Et je pense que c'est vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur. Et en fait, c'est vraiment intéressant de pouvoir contribuer au territoire et vraiment aider les territoires. Donc, c'est pour ça que on y croit vraiment, et c'est une chose qui nous attache fort. On a jusqu'à 19h, du coup, on ne vous l'avait pas dit, mais
Bon, ce que j'ai pas oublié de dire, par contre, c'est qu'on a aussi la possibilité de poser des questions au fil de l'eau dans le chat, donc n'hésitez pas à intervenir. On a, voilà, tout de suite aussi le premier sondage qui vient de se projeter à l'écran, et donc je vous invite à cliquer, c'est assez simple, hein, c'est mono-réponse. Hop, et je vous invite à soumettre voilà, le vote. J'attends quelques secondes, le temps que tout le monde puisse participer. Et puis, on va avancer comme ça. J'éviterai de me faire taper sur les doigts dans l'oreillette. La partie de déploiement des compteurs communicants, forcément, on parle de télérelève. Donc, il y a la notion de réseau, il y a la notion également derrière de qu'est-ce qui communique. Donc, si on rentre un peu plus là dans la technique, Johanna, les premiers prérequis, c'est d'avoir des compteurs en LoRaWAN. Quels sont les scénarios de bascule que l'on peut avoir selon l'existant? Oui, justement pour faire suite à ce qu'on vient de dire et se répéter un petit peu, l'écosystème des fabricants des compteurs d'eau est très large et pratiquement tous, avec très peu d'exceptions, ont adopté le protocole LoRaWAN. Donc aujourd'hui, on a le choix, on analyse un pas, de venir équiper tous les compteurs récents qui respectent évidemment les engagements d'âge limite sur la durée étudiée et de venir uniquement les équiper avec des modules. Donc, il ne s'agit pas de changer systématiquement les compteurs sur le terrain. Évidemment, on procédera aussi à ces changements-là si le compteur ne respecte pas l'âge limite. Mais dans ce cas-là, on viendra changer l'existant par un bloc compteur déjà équipé avec un module. Dans cette analyse-là de parc, donc de préparation de déploiement, ce qui est le plus important pour une délégation de service public de l'eau, c'est la durée du contrat. Parce que pour l'instant, les rendements des compteurs dépendent évidemment de la durée du contrat. Ok, super. C'est un investissement du coup de départ qui n'est pas neutre. Il y a des véhicules contractuels ou des financements qui facilitent un peu cette démarche-là, Bernard, pour mettre l'achat de ces compteurs? Alors, il n'y a pas un véhicule contractuel, il y a des véhicules contractuels. Je dirais pas qu'on est sur une autoroute, néanmoins, quand même, malgré tout. Donc, ça va dépendre. Je vais revenir aussi et dans le sens ce que dit Johanna, c'est que du coup, il faut que ça s'inscrive aussi dans le temps long, tenant compte de différents éléments, en complétant, en effet, elle a parlé de cette problématique du renouvellement des compteurs, donc des échéances aussi, des contrats dans les cadres de délégation de services publics de l'eau, bien évidemment. Donc nous, on est capable de s'inscrire dans différents types de modèles, on est assez souple et la particularité d'Ubicité, c'est d'avoir la capacité à accompagner des territoires dans la durée. Alors, il y a des véhicules contractuels qui existent, qui peuvent s'inscrire dans le cadre de délégation de services publics. On a répondu à des projets de type MPGP avec des engagements communs avec la collectivité. Donc, je prends le cas par exemple de Berry Numérique. On est capable aussi d'aller dans des structures mixtes type SPL, par exemple CMOP. Il y a aussi des possibilités, par exemple, c'est ce qui va se faire notamment dans le Grand Est, où typiquement on a la capacité d'étendre le catalogue de services sur certains services numériques qu'on est capable de proposer. Donc les véhicules sont larges et bien évidemment, il faut aussi tenir compte de l'appétence et de la capacité de la collectivité à faire. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui ont besoin, bien évidemment, de plus d'accompagnement. Donc là, on sait le faire. Et puis, il y a des collectivités qui ont plus d'équipes, qui ont plus de sachants et qui souhaitent avoir plus la main sur certaines choses. Donc, l'important étant quand même que la collectivité reste souveraine, bien évidemment, sur ses données. Voilà. Dans tous les cas, c'est comme ça qu'on s'inscrit. Et l'idée, c'est que le réseau, il est construit pour les collectivités, il va durer et vont pouvoir garder leurs données. Et je dirais que sans données, il n'y a pas d'IA. Donc, on pourra faire plein de choses par la suite. Ok.
Parce que je retiens moi là-dessus, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un gros Big Bang et de tout renouveler d'un coup. On est vraiment dans une dynamique de déploiement pragmatique, intelligent, en fonction des zones, en fonction de l'âge des compteurs et en fonction aussi surtout du budget et du modèle économique qui est attendu par le client. Donc tout ça s'adapte. Et au niveau aussi des financements qui sont possibles à mettre en face. Et je suis d'accord avec toi, Bernard, c'est une autoroute et il n'y a pas de panneau d'affichage par contre pour nous guider. Alors sur Donc, les financements, il faut être au bon moment. Nous, on travaille aussi, on a aussi une équipe qui s'occupe d'aider les collectivités à aller chercher les financements. En effet, sur les fonds verts, je pense qu'il y a quelques petits rabotages qui sont en cours, mais malgré tout, il y a aussi des possibilités d'accompagner les collectivités dans les financements. Et puis, aussi, le fait de mutualiser fait que, globalement, ça permet de lisser les investissements sur les différents participants au projet. ouais, et de trouver un équilibre en fonction du renouvellement, de ce qui est renouvelé permet de faire des économies, et donc derrière, on anticipe sur la suite. Mais je l'avance peut-être un peu trop. Comme d'habitude, de toute façon. La couverture réseau, en effet, c'est un sujet qui est juste essentiel. Une fois que les compteurs, alors après, on peut avoir des plannings un peu différents, mais une fois que les compteurs sont ou les capteurs sont installés, comment on fait pour qu'ils puissent communiquer, bien communiquer? Est-ce que on est dans une dynamique où il faut mettre des antennes partout? Est-ce qu'on a le droit déjà d'en mettre partout? Est-ce que Bernard, tu peux nous éclairer un petit peu sur ce sujet-là, sur la notion de contrainte, la notion de droit et puis de bénéfices aussi associés à tout ça? Ok, très bien. Bon, je vais pas faire mon Michel Chevalet ni mon Fred et Jamy sur le sujet. Néanmoins, si ça, Je sais ça pas peut si être tout le monde, on n'a pas demandé l'âge. Il y en a Ok. peut-être. Je préciserai quand même en premier que, en fait, LoRaWAN, c'est quand même un réseau qui est low-tech. Et nous, en tant que entreprise certifiée numérique responsable, on est un peu attaché à pas inonder un territoire d'antennes sur tout le territoire, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Donc ça, c'est le premier point. Et en fait, il faut vraiment la manière dont on conçoit les projets. Après, ça peut être aussi une volonté politique de dire, je fais une couverture globale d'un territoire, mais concevoir un déploiement d'antennes LoRa sans tenir compte des usages, c'est pas forcément la meilleure des solutions et pas forcément la plus adaptée. Donc, il faut tenir compte de la densité urbaine, du nombre d'abonnés, si on prend le cas de l'eau, où ils sont, à quel endroit. Enfin, donc, bien évidemment, donc il faut adapter ces choses-là. On dira aussi, il y a aussi la possibilité à certains endroits, est-ce qu'il faut mettre du LoRa partout? Il y a certains endroits, il y a des solutions mixtes aussi qui le permettent et d'accompagner avec des solutions mixtes radio-relève, télé-relève, qui permettent aussi d'accompagner la migration. Quant à dire, est-ce qu'on a le droit d'en mettre partout? Alors, la technologie LoRa, en fait, c'est quand même une technologie en bande libre, donc on n'est pas soumis en fait aux contraintes de déclaration de fréquence de type ANFR comme sur la partie mobilité. Important aussi de préciser quand même qu'en termes d'émissions d'ondes, on est vraiment dans on est sur quelque chose qui est inférieur, très largement inférieur, voire 4 fois inférieur en fait à ce que par exemple un téléphone mobile peut faire. Donc globalement, la problématique sur la santé, ça a été considéré, ce n'est pas un sujet. Néanmoins, il y a quand même des contraintes d'urbanisme à respecter, notamment avec nos amis les architectes des bâtiments de France sur certains sites. Donc, il faut que ça s'intègre correctement. Toutefois, une antenne LoRaWAN, c'est tout petit. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, il y a des principes d'utiliser plutôt les points hauts des collectivités dans des zones qui sont assez accessibles. Et puis, et donc, ça passe évidemment par une étude de couverture pour trouver les points les plus optimaux en optimisant la rapidité de déploiement avec l'accessibilité du site. Et puis, dernier point aussi pour compléter ces histoires de compteurs mixtes, radio-relève, télé-relève. La radio-relève étant, ce faisant, en fait, c'était l'ancêtre de la télé-relève. La radio-relève se faisait pour la plupart avec les camions poubelles qui faisaient une tournée et qui remontaient de la donnée, généralement une fois par mois, voire plus.
Alors que du coup, avec la télérelève, on a des remontées qui peuvent être journalières, bien évidemment. Et alors, dans certains cas aussi, alors sur la notion de compteur vis-à-vis aussi des antennes, il y a des endroits où, en effet, il peut être très difficile d'atteindre certains compteurs. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'hyper-densifier le réseau? Il y a aussi des solutions de déport de compteurs, en fait, qui permettent de rattraper le signal LoRa de façon à éviter à surdensifier le réseau. Voilà. Donc, il y a une notion de sobriété numérique quand même qu'il faut prendre en compte. Tout à fait, ouais. Tu m'as volé le mot, j'allais parler de numérique responsable. C'est vrai que c'est des sujets qu'on parle de plus en plus. C'était mon mot de synthèse, mais tu me l'as appris. Donc. Ubicité est certifié numérique responsable, donc du coup, c'est vrai qu'on peut le dire aussi. Ouais, mais c'est un point important parce que c'est ce qu'on voit aussi maintenant de plus en plus sur les marchés. Ça devient aussi un argument et puis une attente côté client d'être dans une dynamique de numérique responsable. Et en effet, tu as raison de rappeler que le LoRa One, on est clairement dans cette dynamique. Toi, de ton côté, Johanna, le retour d'expérience de la SOR sur ces enjeux de couverture, on en parle souvent ensemble. C'est fondamental dans un projet de télérelève. C'est quoi ton avis sur ce sujet-là? Juste avant de répondre à ta question, je reviens sur un point clé que Bernard a cité. J'aimerais bien aller un peu plus loin, c'est la force d'émission. Donc, on est sur quelque chose qui est largement inférieur au téléphone portable. Donc, on n'est pas du tout sur le même type de technologie. Bernard l'a dit 4 fois moins puissant. Mais il faut surtout dire que le module LoRaWAN n'émet que 2 fois par jour. Donc, il s'allume. Oui. Et cette puissance qui est très faible n'est émise que 2 fois par jour. Et de l'autre côté, l'antenne, elle ne fait que écouter. Donc, il n'y a pas de notion d'émission dans très, très peu de cas. Donc, c'est vraiment un sujet dont il faut parler, il faut l'expliquer, mais c'est aucun cas comparable avec la téléphonie mobile. Pour le taux de couverture, en fait, évidemment qu'il y a toujours un équilibre économico-financier. C'est les derniers pourcentages qui sont les plus difficiles. Comme Bernard l'a dit très bien, une étude radio est évidemment essentielle. Optimiser les sites, optimiser le nombre de sites. On vise en priorité les sites accessibles, des collectivités, des services de l'eau, bien sûr, les châteaux d'eau, qui sont des points très prisés. Et évidemment, le dernier pourcentage sont cherchés aller être couverts par différents types de solutions. Donc, il y a bien sûr les modules déportés côté compteur, si le compteur est trop profond, derrière une plaque de fond. Et il y a aussi des solutions de réseau quand il n'y a pas un point d'eau. C'est là où il est important de travailler avec des entreprises comme Ubicité, des spécialistes dans le domaine qui vont pouvoir nous proposer des solutions de déploiement alternatif. Un poteau en bois avec des panneaux solaires, c'est pas une installation qu'on fait tous les jours et qui demande une expertise. Il y a aussi évidemment les sujets de cœur de réseau. Qu'est-ce que le cœur de réseau supporte comme type d'antenne, comme type de solution alternative? Il peut y avoir des mix de technologies. On peut utiliser de la radio, on peut utiliser des amplificateurs. Et il y a vraiment beaucoup de sujets et tout l'écosystème LoRaWAN travaille pour optimiser et aller chercher ces derniers pourcentages. Et c'est pour ça, je le redis, pour le groupe SOR, c'est très important de travailler justement avec des prestataires indépendants impliqués dans ces recherches et à l'apprendre de la technologie et de l'expertise. Je remercie du coup Johanna. Savoir aussi que nous, du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'est inscrit membre de la LoRa Alliance pour prendre en compte toutes les évolutions technologiques et l'avancement autour du LoRaWAN, bien évidemment. Il y a même là aussi la possibilité dans certains bâtiments mettre des gateways indoor pour certains types d'usages également. Ouais, je pense qu'encore une fois, là, c'est le maître mot, c'est pragmatisme. C'est pas déployer pour déployer, c'est déployer de manière intelligente sur des points hauts qui sont stratégiques, avec un rapport qualité couverture qui est du sens. Ça sert à rien de déployer sur des endroits où il n'y a pas de couverture. Et même si on est sur des points qui peuvent être hauts, mais derrière, si on couvre rien, ça sert à rien. Et en effet, capitaliser sur le patrimoine de la collectivité. Encore une fois, ça permet d'aller chercher des économies. Alors, la gestion de données au quotidien, je vous livre tout. Comme ça, donc c'est classique, hein, on est sur un cheminement de données. Alors peut-être que pour beaucoup ça va parler, mais pour d'autres ça sera
peut-être un rappel ou voire une découverte. Donc, on part du 1 où là, on a le compteur qui envoie sa donnée, qui envoie son index du compteur, qui ensuite redistribue, enfin, envoie la donnée sur les antennes qui sont déployées, on en parlait, sur l'ensemble du territoire, qui envoie ça directement sur le cœur de réseau, LoRa Network Server sécurisé. Principalement là-dessus, Johanna et Bernard, vous me dites si je fais une erreur, mais principalement vous travaillez avec Rekia sur ce sujet-là. Et toute la partie exploitation et hébergement de la donnée, souverain, toujours important. Et ensuite, on passe par le SI de la SOR, ou en tout cas là sur la partie délégation et exploitation de la data de l'index. Et ensuite, on restitue la donnée vers le portail abonné. Donc là, on est vraiment dans un contexte de cheminement de la donnée dédié à un projet de télérelève avec la SOR notamment. Donc, une fois qu'on a nos capteurs qui remontent la donnée, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait concrètement, Johanna? Comment on l'exploite et comment on y a accès? C'est quoi la clé de finalement du projet de télérelève d'un point de vue données? Oui, je profite pour avoir ton schéma à l'écran. Juste, on a parlé de mutualisation du réseau et du fait de sortir le réseau LoRaWAN de la délégation de services publics pour avoir une démarche de territoire intelligente plus large que ce domaine-là. Donc oui, on travaille, le Rekia fait partie de nos partenaires privilégiés pour le cœur de réseau. Cependant, il y en a plusieurs sur le marché. Ça fait partie de l'avantage de LoRaWAN. Et nous aussi, on travaille avec plusieurs pour juste garantir une parfaite interopérabilité aux collectivités sur le sujet. À partir du moment où, pareil, je vous rassurerai, quand on parle de multi-usage, ce multi-usage va être quand même géré par le cœur de réseau. Aujourd'hui, s'il y a un réseau LoRaWAN existant et utilisé pour la relève de l'eau et pour l'éclairage public, ce n'est pas la SOR qui va récupérer l'éclairage public. C'est justement le rôle de cœur de réseau. Et donc, comme l'exemple cité Rekia, envoyer les données au bon endroit. Donc, c'est important de le préciser que nous, on ne cherche pas de jouer d'autres informations et d'autres services que l'autre. Pour complètement le cas. Oui, excuse-moi, vas-y. Non, c'est important. C'est super important ce qu'elle dit parce que en fait, la position qu'elle prend, c'est on ne silote pas la donnée. En fait, on ne silote pas par métier. Et c'est la clé de la mutualisation. Et donc, pour le coup, pour rentrer dans le détail de l'eau que je maîtrise le mieux, la donnée, évidemment, est essentielle. L'objectif, c'est de la connaître tous les jours et plus souvent qu'une ou deux fois par an, comme pas classique. Il y a 3 catégories d'usage de la donnée. Évidemment, la première, c'est le consommateur. L'objectif, c'est qu'il puisse être facturé au réel, sa vraie consommation. L'objectif aussi, c'est qu'il puisse suivre sa consommation. Et à la fin, évidemment, l'objectif, c'est qu'il soit alerté en cas de dérive. Ensuite, il y a la collectivité qui aura évidemment une bien meilleure connaissance de son territoire, des comportements de consommation et une analyse sur son périmètre, des consommations par jour, par semaine, par typologie, etc. Et à la fin, il y a bien sûr le délégataire qui profite d'avoir des données quotidiennes autres, techniques, pour optimiser la gestion du réseau. Si je rentre dans le détail des différentes données disponibles, il y a évidemment l'index, donc l'index journalier qui est envoyé et qui permet de calculer la consommation. C'est la donnée essentielle pour suivre sa consommation, pour calculer des alertes. Mais il y a aussi des données plus techniques comme le débit minimal, le débit maximal, de la température, blocage, qui nous permettront à nos exploitants de mieux superviser et mieux réagir plus vite dans le cas d'exploitation du réseau. Ok, finalement, ce que je comprends, c'est qu'avec la même donnée, on peut avoir différentes typologies d'usage et différents profils, en fait, à qui cette donnée, on peut en tirer profit. Exactement. Finalement, on ne reçoit pas tant de données que ça, et ça fait partie du sujet. C'est low-tech qui communique peu souvent avec peu de données informées envoyées. Donc, finalement, il y en a peu, mais on peut en tirer beaucoup de choses. Ouais, complètement. Je pense que c'est vraiment, de toute façon, le leitmotiv du LoRaWAN, c'est d'envoyer
la bonne donnée au bon moment à la bonne personne, mais sur une dimension de data qui est très limitée. Bernard, on simplifie sûrement un peu le sujet pour un délégataire en termes de gestion de données, parce que le SI est très très uniformisé. Finalement, on sait qu'on est dans un usage, un silo, mais pour un territoire connecté qui lui va avoir une structure assez différente avec une mutualisation des cas d'usage. C'est quoi l'architecture, la bonne architecture type qu'on peut mettre en place justement pour gérer ce multi-usage et ces multitudes de données? Je dirais qu'il n'y a pas de bonne architecture, mais il y a des choses à respecter et des invariants. Tu parlais tout à l'heure de Reka, donc c'est un des acteurs en effet de cœur de réseau pour lequel on aime travailler. Et après, il y en a d'autres aussi que nous sommes capables d'intégrer parce que justement, en fait, on doit tenir compte des contraintes des collectivités et choisir le bon cœur de réseau. Alors, la première chose, c'est que déjà, on soit sur des solutions qui restent souveraines. Des solutions, pour nous, on s'attache aussi, c'est une question de principe aussi, à choisir des solutions plutôt françaises, et aussi avec des hébergements qui puissent se faire en France, donc que ce soit dans des data centers français, ou voire éventuellement si certaines collectivités souhaitent qu'on héberge leurs données chez elles parce qu'ils disposent d'infrastructures d'hébergement, bah, du coup, on le respecte. Donc, c'est quand même, l'eau, c'est quand même un opérateur d'importance vitale. Enfin, donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Et donc, après, ce que je dirais, c'est que il va falloir tenir compte aussi du contexte de la collectivité. Et donc, ça veut dire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on part, généralement, l'eau, on part quand même d'un existant. Enfin, on démarre pas, on n'est pas en Arabie Saoudite, on va créer une ville de toutes pièces. Donc, il va falloir tenir compte du parc des compteurs. Souvent, il y a des progiciels de facturation, ou des progiciels métiers. Donc, il faut tenir compte de ça. Des besoins aussi en visualisation de données. Donc, il va y avoir des besoins de visualisation de données. Donc, l'important, ça va être aussi de pousser, d'être interopérable aussi avec des logiciels de métier. J'en profite que du coup, en plus, l'intérêt du LoRa, c'est que au-delà de télérelève, c'est qu'on peut aussi travailler aussi sur le réseau de distribution et croiser aussi des données de transport avec des données plutôt abonnées. Donc ça permet aussi de corréler certaines informations que font certainement très bien aussi certains logiciels métiers. Et l'idée, c'est pas de se substituer à ces logiciels métiers. Puis à côté de ça, on peut aussi avoir dans peut-être des collectivités qui sont peut-être de taille un peu plus faible, une visualisation simplifiée, parce qu'ils n'ont peut-être pas dans l'applicatif métier la visualisation simplifiée de ce qui se passe chez eux à destination d'un élu, par exemple. Donc, voilà. Et donc, ces données doivent rester ouvertes, disponibles, à disposition de la régie, que ce soit pour, du coup, les équipes métiers, voire les décisionnaires. Moi, j'ai rencontré un élu de Montreuil dernièrement. En fait, pour eux, c'est fondamental de savoir globalement ce qui se passe chez un abonné et de le traiter avec lui. Enfin, c'est vraiment la relation citoyenne à l'eau, elle est très forte. Donc, laissons ça si les collectivités souhaitent le faire. Donc, il faut leur laisser cette possibilité. Certains vont souhaiter la transmettre à une PCI, voire un délégataire, mais il faut leur laisser le choix. Et donc, nous, on va s'adapter en fonction des exigences de chacun. Complètement, ouais, je partage que la notion d'interopérabilité encore, hein, c'est extrêmement important dans la redistribution de la donnée, laisser le choix, déjà la reprise de l'existant, mais aussi laisser le choix dans le partage et la redistribution de la donnée, de pouvoir redistribuer là où le client le souhaite et de la manière dont il le souhaite. Et pour ça, l'interopérabilité, c'est clair que c'est extrêmement important. Tu parlais d'hébergement aussi, c'est vrai que c'est important aussi de le signaler parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives de data centers publics, entre guillemets, portés par des collectivités. Donc, c'est vrai que c'est des sujets aussi qu'on voit de plus en plus arriver où l'infrastructure, toujours dans une dynamique de souveraineté, l'infrastructure doit être hébergée dans le data center de nos clients. Parfait. On va passer au moment des questions.
où là, du coup, je remets mon oreillette. Il y a une première question, je vais les prendre dans l'ordre, qui est adressée à Johanna. Est-ce que tu as de tête, tu as le droit à 10 compteurs d'écart, d'erreur, mais est-ce que tu sais aujourd'hui combien de compteurs LoRa tu as de déployer sur l'ensemble du parc de la SOR? En LoRa, là, on a parlé d'1 million de compteurs tout à l'heure au global. Est-ce qu'en LoRa, tu as des idées Oui, claires? oui, aujourd'hui, alors qu'on se parle, on doit être dans les 400 000 compteurs équipés avec des modules Orban. Donc, Ok, c'est un peu moins que la moitié et on avance à grands pas pour que ça dépasse la moitié dès l'année prochaine. ok. Belles ambitions. Ensuite, on a pas mal de questions sur le réseau. Euh, bon, voilà, ça va être plutôt Bernard. Est-ce qu'une antenne est indispensable si le compteur se situe dans une zone où le réseau téléphonique est acceptable? Je ne sais pas ce qui est attendu par téléphonique. Est-ce que c'est réseau opérateur? On va l'interpréter comme ça. Ah oui, je peux comprendre la question. Donc, après, on peut avoir plusieurs manières de comprendre cette question. Donc, il y a enfin, je pense qu'il faut séparer deux sujets, c'est-à-dire qu'il y a le sujet, en fait, l'antenne, c'est un équipement de collecte, en effet, des compteurs. Donc ça, oui, si c'est la question qui est liée à l'antenne, ben, il faut disposer d'un réseau. Il faut disposer soit d'un réseau, on l'a pas précisé tout à l'heure, de type 4G, 5G à proximité. C'est aussi pour ça que nous, chez Ubicité, en fait, on a une filiale qui s'appelle AirMob, en fait, qui est MVNO multi-opérateur, qui nous permet aussi de choisir l'opérateur qui va bien avec la meilleure des couvertures, et puis aussi en cas de problèmes réseau, ça nous permet de switcher sur l'opérateur qui fonctionne. En parallèle, il y a aussi d'autres possibilités, hein, c'est-à-dire que si je reste sur la question des antennes, c'est-à-dire que on peut aussi trouver un intérêt à raccorder les antennes sur le réseau d'initiative publique fibré de la collectivité, voire sur le réseau LAN de la collectivité. Et après, si vraiment on était en stade ultime, il y a toujours la possibilité, mais ça restera quand même un peu luxueux, mais il y a toujours la possibilité de raccorder une antenne, une gateway à une connectivité Starlink si on voulait vraiment avoir la connectivité LoRa. Et après, pour ce qui est du compteur, justement, l'idée, c'est d'éviter d'utiliser le GSM ou le 4G, 5G pour envoyer de la donnée, parce qu'on est plutôt sur quelque chose qui est low-tech et qui envoie très peu de données. Je vous donne un exemple à peu près. Par exemple, sur une antenne qui va collecter quand même des milliers d'abonnés, on est sur une bande passante à peu près de 500 mégas par mois. Donc c'est énormément, c'est très 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 faible en termes de données. Donc ce n'est pas l'intérêt économique. Il n'y a pas d'intérêt économique à mettre un abonnement GSM pour raccorder un compteur. Ok. La question suivante, elle est assez liée. Je vais laisser Johanna prendre la parole là-dessus. Que se passe-t-il quand il y a plusieurs réseaux LoRaWAN qui sont déjà développés sur une commune avec typiquement du réseau public, un réseau d'opérateurs et un réseau privé qui serait déployé? Est-ce que déjà, quelle est ta Oui. position, ton retour d'expérience là-dessus, Johanna? Que se passe-t-il? Donc, techniquement, d'abord, c'est un sujet de cœur de réseau. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour qu'un module puisse communiquer avec un réseau LoRaWAN, il faut que le cœur de réseau qui est sur ce réseau LoRaWAN connaisse le module. Donc, on déclare au préalable la liste des modules qui ont le droit de parler avec ce cœur de réseau. Donc, option de choix qui a été fait, s'il y a plusieurs réseaux qui sont disponibles, il faut choisir par quel réseau le compteur, le module doit communiquer. Donc, ça, c'est au préalable techniquement. Et ensuite, évidemment, les cœurs de réseau, ils travaillent entre eux pour assurer du roaming, si je peux faire le parallèle avec les télécoms, pour dire que il y a un compteur qui est déclaré sur un réseau, mais il se trouve qu'il capte mieux l'autre, et donc les deux réseaux se parlent entre eux pour échanger la donnée de ce compteur et assurer un roaming. Donc, on peut techniquement utiliser les deux, et c'est justement le boulot des cœurs de réseau de s'interfacer
Et ça fait partie des critères de choix de partenaires, cœur de réseau, et de ceux qui sont les plus avancés, les plus ouverts, et qui sont ouverts à travailler les uns avec les autres. Donc ça, c'est le point de vue technique. Donc techniquement, le WAN permet d'avoir plusieurs réseaux et soit de cloisonner et dire, ben moi, c'est que celui-là et je vais faire que sur celui-là, il faut absolument que ça passe sur celui-là, soit d'ouvrir vers du roaming. Ça, c'est le point de vue technique. Et ensuite, le point de vue contractuel, c'est bien sûr, comme je disais, la collectivité qui décide quel réseau ils veulent utiliser. Donc nous, étant donné qu'on s'appuie sur des partenaires du marché, on est ouvert à toutes les solutions. Soit la collectivité souhaite avoir son réseau privé pour des questions d'autonomie, soit au contraire, pour d'autres sujets politiques ou développement durable, ils peuvent envisager d'utiliser les réseaux déjà disponibles. Techniquement, les deux sont possibles. Et d'ailleurs, bah, j'enchaîne, alors je te laisse garder la parole parce que je sais en plus que c'est un sujet qui t'anime. Une question où quand une commune ou un territoire a déjà son réseau et qui te demande d'utiliser son réseau à la place du tien, comment tu vois les choses? La question, c'était est-ce que c'est pas une perte de CA pour la SAR? Évidemment qu'on peut le voir comme ça, mais c'est vraiment pas l'angle avec lequel on le voit. Déjà, on ne considère pas nous, on a des réseaux. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup. Comme on disait, on a 1 million de compteurs équipés, mais en réalité, que ces réseaux sont la propriété de nos collectivités, on les déploie uniquement à leur demande. Et pour être honnête, on ne souhaite pas être une boîte de télécom. On est dans l'eau, on gère l'eau, on fait que l'eau, et on aimait bien rester comme ça. Donc, jusqu'à récemment, il n'y avait pas d'autre choix. Donc, il fallait déployer un réseau privé pour répondre aux besoins des collectivités. Maintenant, avec le WAN et avec des entreprises comme Ubicité, il y a cette émergence de réseaux publics portés par un département, par une agglomération, par une ville. Et nous sommes très contents de uniquement venir poser les modules, équiper les compteurs existants et laisser le réseau être géré par des entités dont c'est le métier. Ouais, vraiment, c'est un point très important pour nous et on essaie de le mettre dès que possible en œuvre. Ouais, clairement, c'est souvent le débat qu'on a ensemble, hein, c'est que chacun maîtrise et porte sa valeur ajoutée et son métier. Oui. Vous, clairement, c'est l'eau, vous le faites tous les jours et vous le faites très bien. Et Ubicité, bah, clairement, aujourd'hui, c'est aussi l'intérêt de ce webinaire, c'est que porte le réseau et le fait très bien et le fait tous les jours. Justement, on parlait tout à l'heure de déploiement ou pas à outrance d'antennes pour couvrir un pourcentage de territoire ou de compteurs plutôt d'ailleurs. C'est quoi les bonnes pratiques, Johanna, là-dessus sur un projet classique, sur le pourcentage de couverture de compteurs? Les bonnes pratiques, évidemment, on essaie d'aller le plus loin possible, mais c'est comme on disait avec Bernard tout à l'heure, c'est d'abord passer par une étude radio réalisée par des entreprises dédiées, les cœurs de réseau, qui ont des modélisations de propagation radio. Et ensuite, d'aller de manière pragmatique, on équipe les sites auxquels on a accès, les mieux positionnés, on constate leur couverture réelle et on ajoute au fur et à mesure. On densifie à mesure. Oui, exactement. On ajoute au fur et à mesure et en fonction des cas. Est-ce que c'est une ferme isolée et peut-être on peut opter pour une antenne à l'intérieur? Est-ce que c'est une antenne extérieure qu'il nous faut et donc il faut absolument trouver un pro, quitte à mettre un poteau de bois et l'équiper avec des panneaux solaires? Ou est-ce qu'avec des modules déportés, ça nous permet de ramener le signal plus proche du réseau et ne pas passer par. Vraiment, il faut être très pragmatique, équiper ce qui est possible d'être équipé et de manière économiquement raisonnable, et ensuite aller chercher des solutions supplémentaires. Encore une fois, d'où l'intérêt de travailler ensemble chaque semaine pour être à la pointe et avoir le plus de solutions possibles. Pardon, je voulais compléter en effet ce que dit Johanna. Donc c'est vrai, il y a l'étude en chambre de la couverture, mais rien n'empêche le terrain. C'est-à-dire que si par exemple, il y a une modélisation avec de la végétation importante et que le modèle numérique de terrain, il tient compte d'une végétation qui n'a pas forcément évolué, puis il peut avoir certaines perturbations avec des ondes radioélectriques, par exemple des lignes électriques qui font que globalement, ça peut générer des impacts. Donc, il faut aller aussi compléter de ce qui se passe sur le terrain. Donc ça aussi, c'est des choses que l'on fait aussi dans les préétudes et puis de voir comment ça se comporte.
il faut savoir aussi que c'est aussi important. Après, on n'est pas dans des problématiques de temps réel, c'est-à-dire que euh, on peut trouver des bons compromis et puis et les antennes peuvent se bâcoler les unes entre les autres. Donc il y a des bons équilibres à trouver. Mais par contre, ça ne sert à rien en fait de surdensifier tant qu'on n'a pas forcément le volume qui va bien. Donc on va adapter au fur et à mesure. Complètement. Et oui, il faut souvent, enfin, faut remettre aussi dans le contexte, pas oublier que souvent on part d'une relève peut-être parfois annuelle, voire 2 fois par an. Donc là, arriver à du 95% tous les jours, le gap, il est quand même hyper important. Dernière question, parce que je me fais taper sur les doigts dans l'oreillette, mais c'est un sujet qu'on voit très souvent, dont on parle souvent ensemble aussi, c'est avez-vous complété par des relais un déploiement de réseau LoRaWAN? Alors, je Bernard. prends peut-être la main ensuite de point de vue usager et ensuite je laisse Bernard sur la technique. Le relais fait partie des solutions possibles. C'est assez récent hein, pour le LoRaWAN. Hein. Oui. Je suis pas sûre que c'est encore complètement sur le marché. Nous, on a quand même eu une réticence chez SOR hein, pour l'avoir expérimenté dans notre G1. Les relais, c'est un maillon de la chaîne supplémentaire. Donc, il faut le déployer. Donc, ça fait des équipements plus sur le terrain. Il faut le mettre bien. Et il faut les gérer ensuite. Il y a la notion de sur le relais. Il y a la notion de comment est-ce que je vais sur le relais, comment est-ce que je vais sur le réseau. Donc, clairement, ça reste une porte ouverte pour les cas difficiles à aller chercher. On suit avec nos partenaires cette solution et on l'utilisera dans le cas voulu. Mais clairement, c'est pas pour nous un objectif et il y en a plus facilement, on exploite, ingère et maintient un réseau. Parfait. Ouais, moi je partage le point de vue de Joëlla. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que je préfère une couverture sur mesure qu'une couverture avec des relais où on met des petites verrues à chaque fois. Ça veut pas dire qu'il faut pas en mettre de temps en temps. Nous, ça nous pose aussi un problème d'un point de vue cyber aussi, enfin, en termes de failles qui peuvent s'ouvrir aussi. Donc, pourquoi pas en mettre à certains endroits si vraiment c'est nécessaire. On a aussi les gateways indoor aussi qui sont managés aussi, qui sont aussi une possibilité et qui permettent aussi de la mutualisation. Donc, à adapter si vraiment, vraiment nécessaire. Voilà. Parfait. Et ben on enchaîne parce que on n'est pas forcément trop dans le timing, mais on avait prévenu. C'est pas pour autant qu'on doit s'excuser, enfin qu'on doit nous excuser là-dessus, mais on va essayer d'avancer plus dans le timing. Et sur un sujet en plus qui est hyper important, c'est pourquoi on fait ça, c'est quels sont les bénéfices au-delà des aspects techniques. On en a parlé. Le retour qu'on entend souvent sur les prises de parole, c'est que la télérelève transforme aussi la relation, et on a déjà commencé à en parler, entre le syndicat et les clients, les abonnés. Comment ça se manifeste du coup, Johanna, cette amélioration de la relation avec l'abonné? Il y a deux aspects qui ont fallu, deux événements en parallèle. Il y a d'un côté la mise à disposition, donc la terre relève de l'électricité et du gaz, qui fait que les consommateurs ont aujourd'hui connaissance précise de leur consommation électrique et de gaz. Et évidemment, ils attendent la même chose côté l'eau. Donc, c'est vraiment une attente et un besoin côté consommateur de suivre de manière quotidienne leur consommation, d'autant plus qu'on est tous maintenant sensibilisés sur les stress hydriques et il y a de plus en plus de départements, voire régions en France, qui subissent des arrêtés préfectoraux tous les ans. Au-delà de sujet facture et baisse de la facture, il y a surtout maîtriser ses consommations et savoir combien on consomme. Il y a aussi, ce que Bernard a très bien souligné, une volonté politique et de garder ce lien et ce service de l'eau le plus proche des abonnés et des consommateurs et la connaissance fine des consommations sur un territoire permet d'en communiquer, permet de dialoguer avec les abonnés sur le sujet, mais aussi permet à la collectivité de mieux suivre sa propre consommation. Donc, la collectivité a elle-même des bâtiments, elle a même des grosses consommations et connaître sa consommation précise elle-même lui permet de la maîtriser, de mettre en place des actions et de communiquer autour.
ce qui ajoute un canal de communication et d'échange avec les. Parfait. Bernard, tu veux réagir par rapport à ces points? Oui, alors ben, forcément, enfin tu connais ma sensibilité envers l'environnement, donc je rejoins ce que dit Johanna et notamment, alors c'est vrai qu'en ce moment parler de stress hydrique, c'est un peu compliqué malgré tout. Il y a encore des territoires, notamment je pense à nos amis des Pyrénées-Orientales, qui ont des déficits de nappe et avec des problématiques de prélèvement en eau. Donc et après, je pense que du coup, ça permet d'avoir une vision un peu plus globale d'un territoire aussi, justement, sur un terme de ressources en eau. J'ai échangé avec des élus de montagne aussi qui ont mis en place justement des réservoirs d'eau pour pouvoir adapter aussi les usages de l'eau. Il y a des gros enjeux aussi. Alors, on parle vraiment des usagers, mais il y a aussi des des gros demandeurs en eau, hein. Enfin, il y a les problématiques agricole aussi, où il y a des prises importantes dans la nappe aussi, donc qui sont nécessaires aussi, les industriels. Et du coup, donc on a parlé de cette relation aussi citoyen et usager, je vais pas revenir dessus, mais je pense qu'il y a aussi des impacts sur la facturation aussi, notamment pour les régies, et c'est-à-dire que on va facturer au mieux, mais aussi on va éviter les litiges. Quand, par exemple, il faut savoir que alors, je pense que Johanna connaît beaucoup mieux ça que moi, mais c'est-à-dire que moi, donc, d'ailleurs, je comprends pas parce que j'ai des réservoirs d'eau chez moi, mais du coup, je paye. Je- donc, quand on consomme de l'eau, on paye aussi l'assainissement. Et donc, des fois, il y a des dégrèvements qui sont demandés parce qu'il y a eu fuite, lors d'une fuite, et ils demandent le dégrèvement sur l'assainissement. Donc, il y a des pertes de revenus aussi pour les collectivités. Et donc, éviter ces litiges, c'est bien. S'il y avait aussi des endroits, ben, il y a des compteurs, ils fonctionnaient pas, donc les gens, globalement, consommaient de l'eau gracieusement. Euh, L'optimisation des ressources humaines, peut-être avec des problématiques de réduction aussi d'effectifs qui peuvent arriver avec les restrictions budgétaires. L'idée, c'est pas de remplacer les personnes. Il y a aussi un impact sur la facturation, c'est-à-dire que, et du coup, là, on a un impact politique aussi sur la facturation, c'est-à-dire que on peut avoir une gestion plus vertueuse. Le fait de disposer de données dans le temps et en fonction aussi, justement, de la problématique de ressources en eau, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, enfin, là, j'imagine les futurs de demain, c'est-à-dire que en fonction de la ressource en eau de certains territoires, on pourrait imaginer. Alors, c'est peut-être pas souhaitable politiquement, hein. Et je veux surtout pas m'engager là-dedans mais on aurait la capacité de globalement d'adapter la facturation en fonction des périodes. On a aussi la capacité, et ça, c'est plutôt d'autres collectivités qui le font, et je crois que c'est la ville de Montpellier aussi qui a adapté, c'est-à-dire que ceux qui consomment le moins payent moins aussi, donc il y a cet usage vertueux aussi sur la facturation. Et puis, dernier point, c'est-à-dire que le fait de disposer de données souveraines, euh, ça permet de faire plein de choses. Ça va permettre aussi, on peut aller aussi élargir le débat, c'est-à-dire que une fois que on va connaître les comportements, on va disposer de données, et c'est les bases après on peut mettre des modèles d'IA aussi pour travailler ces choses-là, et d'avoir des modèles un peu plus prédictifs sur les usages de l'eau. Donc, et je dirais que finalement, la télé relève de l'eau, c'est l'or bleu des collectivités. C'est beau. On peut pas se terminer là-dessus, Bernard, mais on aurait dû garder cette punchline pour la fin, mais je rebondis juste sur ce que tu disais sur la notion de facturation, etc. J'ai vu, enfin, euh, merci pour les pauses. C'est Itron notamment, pour pas les citer, mais on citera d'autres compteurs d'eau, mais non, mais c'est Itron qui communique sur le fait qu'aujourd'hui il y a 25% de l'eau qui est distribuée mais qui est pas facturée. Ouais. C'est juste énorme, 25%. C'est juste énorme. Et ça, la télé relève, du coup, on n'arrive peut-être pas à combler ces 25%, mais en tout cas, on comble une grosse partie. Voilà, je voulais juste parler de ça parce que on va clairement dépasser le timing, mais on continue. Donc sur l'équilibre économique, on parlait de bénéfices. L'équilibre économique dans un projet, globalement, c'est important, surtout pour des enjeux comme la SOR ou pour des régies ou pour des collectivités au sens large, encore plus dans le contexte aujourd'hui.
On va quand même pouvoir parler gros sous. C'est quoi l'équilibre économique aujourd'hui d'un projet de Télérelève Leura? Comment on s'y retrouve finalement financièrement? Est-ce qu'on sait mesurer les différents ROI sur un projet, le taux de rendement du réseau, par exemple, Johanna? J'ai malheureusement pas de scoop aujourd'hui, hein. J'ai pas un héros magique à vous donner, hein. Mince. Non, en fait, la Terre en l'air, c'est pas une baguette magique. Et ça a été confirmé côté électricité et gaz, hein. J'ai pas vraiment, pour toute transparence, j'ai pas un ROI à vous promettre. Par contre, c'est comme on l'a dit, une nécessité. Si on veut maîtriser ses consommations, si on veut mettre en place des gestes pour consommer moins, ça passera par le suivi de ce qu'on consomme tout court. Et donc, on a besoin. Ensuite, ce qui concerne les rendements sécurisés, en effet, ça fait partie des, on dire, avant de demander aux gens de consommer moins, payer ce qu'il faudrait, hein, évidemment, mais il faut aussi optimiser les réseaux et faire notre part de responsabilité pour préserver les ressources. Et la Théolègue nous permet justement de calculer de manière beaucoup plus précise les balances hydriques sur des territoires plus petits et de cibler des cas d'écart importants entre un million de distribution et cibler les zones de recherche. Donc, c'est un outil qui accélère la recherche de fuite, la recherche de parties du réseau problématique pour ensuite intervenir, faire les travaux nécessaires et améliorer le rendement du réseau. Et peut-être pour de nouveau parler du sujet de mutualisation du réseau et de sortir sur le réseau d'une dégradation CSP de l'eau, ça fait partie du sujet. C'est qu'aujourd'hui, quand c'est un réseau privé pour l'eau, c'est porté dans le coût de l'eau. Si on mutualise, si c'est porté par d'autres structures, ça fait partie enfin, ça permet quand même de baisser les coûts partagés par tout le monde. J'allais donner la parole à Bernard. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est ce qu'il avait un petit peu en tête de parler de mutualisation à l'échelle d'une OPCI ou d'un syndicat départemental. Comment ça s'insère justement on dit souvent que c'est l'eau qui est le killer usage et qui permet derrière d'embrayer sur d'autres usages et la mutualisation. Comment ça s'insère justement dans un projet de syndicat numérique ou syndicat départemental ou EPCI? Alors, en effet, c'est le must-have, le killer usage. Enfin, il y a plein d'anglicismes qu'on pourrait dire sur l'eau parce qu'il y a du volume, parce que ça permet d'avoir un réseau quand même assez densifié et que en plus il est proche globalement des lieux de vie. Et donc c'est aussi, ça permet aussi d'avoir une masse critique pour démarrer un réseau. Après, on peut aussi, enfin, je pense qu'il faut quand même pas négliger quand même la volonté aussi d'aménagement numérique aussi. Enfin, donc, et je pense qu'il y a un équilibre à trouver globalement entre et l'idéal étant de synchroniser un projet de territoire connecté au ralliement des acteurs de l'eau. Enfin, ou du moins d'avoir la majorité des acteurs de l'eau dans un projet de territoire connecté. Sinon, enfin, c'est un autre projet, c'est un projet d'infrastructure qui est financé. Nous, on est plutôt sur la prise en compte des besoins des territoires. Donc après, il y a d'autres cas d'usage qui permettent de compléter en effet ces cas-là. Donc on va en parler tout de suite. Mais donc il y a vraiment cette notion de timing, d'organisation. Et forcément, ça passe par un échange fort avec la collectivité et la compréhension des différents acteurs et des différentes compétences des acteurs. Voilà. Ouais, il faut s'adapter, il faut adapter finalement les usages en fonction des typologies de collectivités qu'on a en face de nous. Ouais. C'est pour ça que le modèle français est très compliqué. Ah bon? Étonnant. Parfait. Bah, finalement, on a pu accélérer un petit peu. Je vais juste finir, parce que du coup, Monsieur. on parlait de ça et j'avais ce qui est vraiment important pour moi, cette mutualisation, on va parler un peu de mutualisation là, et en fait, ce qui est important, la mutualisation, c'est la mobilisation d'un territoire autour de différents cas d'usage. On les voit tout à l'heure.
Et en fait, différents acteurs, différents métiers, en fait, vont se fédérer autour d'un territoire. Et donc, il y a une identité forte dans un projet de territoire connecté. Je pourrais en parler très, très longtemps, mais enfin, c'est quelque chose de super important. Et je laisse la place aux questions. Non, mais je partage, c'est important. C'est vrai que les marchés de territoire connecté durable permettent aussi de désiloter les services. C'est vraiment l'enjeu, c'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la table au travers d'un projet commun. Donc, il y a aussi ce côté très vertueux pour les clients finaux d'arriver aussi, et c'est un enjeu, d'arriver à mettre tout le monde autour de la table. Et n'oublions pas la question de la gestion de la ressource, mais aussi les autres choses. On n'a pas parlé de la biodiversité, la gestion des risques. Il y a plein de possibilités, plein d'extensions possibles. Donc, les champs des possibles est très large après. Je pense que le prochain, alors on pourra faire en tout cas une thématique de webinaire sur l'ensemble des cas d'usage après pour c'est clair. Balayer la partie mutualisation et tous les cas d'usage qui en découlent. On passe aux questions. Donc, première question, il y a eu pas mal de questions là-dessus. Il existe déjà des réseaux LoRa opérés par différents acteurs. Pourquoi ne pas utiliser justement ces réseaux plutôt que de déployer un réseau privé? Je prends peut-être la question d'un point de vue délégataire. Techniquement, c'est tout à fait possible. La réalité, c'est que ces réseaux couvrent jamais le territoire à 100%. Donc, il faut toujours aller densifier et que parfois le step de densification peut être compliqué ou très onéreux. Ça, c'est le premier sujet. Donc, dans tous les cas, il faut gérer deux réseaux, le public existant et un privé en complément. Et souvent, c'est un sujet qui peut effrayer la collectivité et le client final. Donc, souvent, ils vers eux-mêmes, vers la facilité, je leur ai dit d'avoir leur propre réseau, être sûr que c'est le leur et qu'ils pourront continuer d'exploiter. Je vais compléter, et du coup, il y a cette notion aussi de souveraineté. Il y a certains réseaux qui sont arrêtés, et du coup, ça a même donné l'image de est-ce que LoRa est pérenne? Enfin, on en est arrivé à des raccourcis de ce type-là. Ponctuellement, à certains endroits, c'est pas idiot de le faire. Après, ce qui se passe, c'est que ces réseaux-là, ils ont été plutôt déployés où il y avait des besoins, et dans une logique d'aménagement numérique, ça veut dire qu'il y a plein de zones qui ne sont pas couvertes. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, mais et par contre, ces réseaux, ils étaient plutôt dans des zones qui étaient plutôt urbaines, là où on a besoin de densification. Donc, au cas par cas, mais c'est pour ça qu'on est plutôt partisan, de notre côté, d'un réseau vraiment adapté et sur mesure, cousu humain et souverain. Ouais, je partage. Et puis en retour d'expérience, moi je vois des clients collectivités, bailleurs, tertiaires même, qui étaient partis sur de l'opéré et qui sont revenus sur une dynamique de déploiement privé pour des questions de performance et des questions de souveraineté. Alors, autre question. Aujourd'hui, assez vite, pas forcément détaillé, mais Johanna, j'ai parlé d'Itron. Donc, c'est quoi les autres marques éventuellement de compteurs avec qui la sorte peut travailler au quotidien? Et qu'est-ce que tu veux? Donc, les autres marques, il y a DIP, bien sûr, à citer, un des très gros en France. Il y a aussi le Duel, qui est donc actuellement Elster, et il y a d'autres fabricants européens, italiens comme Maddalena ou d'autres Portugal comme Yamaha. Ils sont vraiment tous, ils ont tous adapté leur module radio. Ouais, ça c'est un invariant qu'on voit. Ouais, puis il y a des reprises d'existants. Donc, encore une fois, on est dans l'interopérabilité, dans la reprise de marché. Il y a aussi cette capacité de s'adapter à l'existant, donc d'où le panel important. Au-delà de la partie compteur, c'est quoi les autres usages aujourd'hui alors je m'adresse à Johanna, mais on parlait de mutualisation, d'autres usages, mais notamment dans le domaine de l'eau. C'est quoi les nouveaux usages après la télérelève qu'on voit émerger sur les sujets de l'eau que toi sur lesquels tu pourrais être sollicité, notamment de la détection de fuite ou sur l'assainissement aussi peut-être. Est-ce que tu as d'autres sollicitations, d'autres cas d'usage aujourd'hui sur lesquels on sollicite là-dessus? Et clairement, la nouvelle se propage sûrement et partout. Surtout, nous, on est équipés en pour les abonnés finaux. On installe des pré-localisateurs de fuite qui fonctionnent sur le réseau One. Et on a aussi des potents incendie.
c'est quand même un sujet très important. Lorsqu'on ouvre un bouton potentiel, il y a des impacts forts sur le réseau d'eau potable. Donc, il faut vraiment surveiller ces cas. Donc, pouvoir le surveiller à distance avec des capteurs, c'est vraiment important. Et il y a aussi des capteurs d'odeur pour l'aspect assainissement. Ok. Je peux compléter aussi à prendre en compte, c'est dire que il y a aussi certains automates avec l'arrêt du RTC, enfin du coup les lignes analogiques qui font que il y aura pas, faudra changer de techno. Et puis il y a aussi même certaines solutions M2M aussi qui vont s'arrêter également. Et puis il y a un intérêt aussi économique à passer que d'avoir des abonnements mobiles qui coûtent relativement cher aussi dessus sur certains types d'objets. Voilà. Ouais, la notion, moi je compléterais parce que c'est vrai que tu parles d'automates et la notion d'IoT et de performance énergétique dans le domaine de l'eau est aussi un point très important. Dans le domaine de l'eau, il y a beaucoup de pompes, il y a beaucoup de stations aussi qui sont parfois un peu isolées, qui consomment beaucoup d'énergie, parfois qui consomment alors qu'elles ne devraient pas. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des cas d'usage en termes d'optimisation de performance et de ressources qui peuvent être aussi développées. Je continue dans la notion de détection de fuite. Aujourd'hui, il y a l'avocat du diable, je le cite parce que c'était dans la question, mais qui met en opposition avec la vétusté finalement des réseaux. Et la question c'était est-ce que c'est pas minime finalement la détection de fuite par rapport à la vétusté des réseaux? Alors, Évidemment, ça dépend des territoires et de leur historique d'investissement. Mais le sujet est très difficile parce que l'eau et le réseau d'eau est la propriété de la collectivité et c'est géré en local. Et donc, les investissements prévus pour changer les tuyaux sont des investissements portés par la collectivité. Donc, c'est d'un côté, soit la collectivité le prend sur son budget, mais elle n'a pas forcément les moyens, soit on le prend sur le prix de l'eau, mais c'est une décision politiquement difficile. Donc oui, évidemment, et je suis d'accord avec vous, il faut s'attaquer à la vétusté des réseaux et la terre relève viendra ensuite. Mais on peut les faire en même temps. C'est vraiment pas les mêmes montants et pas les mêmes enjeux financiers. non, bien sûr. Ça me fait penser exactement à la question sur l'éclairage public entre la rénovation en fait des points lumineux. Et on se dit finalement déjà il faut que je passe en LED avant de faire quelque chose. Sauf que on n'est pas du tout dans la même gamme de coûts et on a encore quand même des problèmes d'énergie et de facilité de gestion. Donc on est à peu près dans le même niveau d'échange sur un autre domaine. Ok. T'en as parlé déjà un petit peu, il y a une question qui est revenue là-dessus. Bernard t'en a parlé tout à l'heure sur la télérelève qui permet finalement d'adapter la facturation en fonction et l'offre en fonction de l'usage. On parle de gros consommateurs, des gens qui ont des piscines, liés aussi à la saisonnalité. Tu parlais de certains clients tout à l'heure qui commençaient déjà à le faire. Est-ce que tu peux revenir dessus, pour répondre à la question, ou je peux y répondre d'ailleurs. Ça me permettra de parler encore un peu plus. Mais j'ai déjà beaucoup parlé, c'est vrai aussi. Allez. Oui, clairement, on voit des offres des régies, des syndicats en tout cas, qui nous demandent de créer des offres et une facturation liée à l'usage. Ça peut être la saisonnalité, donc typiquement pendant la période touristique, sur des réseaux, des périodes, des zones très touristiques avec qui peuvent être en souffrance en termes d'eau liées aux nappes. Clairement, on a des augmentations à ce moment-là. Et il y a aussi, on parlait tout à l'heure Bernard, clairement des différences de facturation entre des faibles consommateurs et des gros consommateurs qui vont être facturés beaucoup plus. Et ça, je pense que c'est énormément intéressant en fait, notamment dans les zones estivales ou en bordure de mer ou plutôt à certains endroits stations touristiques. On peut même voir aussi l'impact, par exemple, des Airbnb. On pourrait même aller jusque-là, c'est-à-dire aller croiser, parce que c'est des fichiers qui existent. On peut très bien voir l'impact des Airbnb sur la consommation d'eau. Donc, on peut voir vraiment jusqu'où on peut aller, c'est-à-dire que on se rend vraiment compte de l'intérêt de la donnée, quoi.
Donc oui, après, ça permet plein d'autres choses. Donc l'important, c'est d'avoir l'interopérabilité, d'être aussi accompagné aussi vers des solutions simples pour pouvoir maîtriser ces données. Il y a peut-être deux sujets. Clairement, c'est quelque chose la facturation et la tarification qui anime beaucoup les distributeurs de l'eau. Mais déjà, premier sujet, c'est la collectivité qui valide. La grille tarifaire, est-ce que Ouais. c'est le même tout le temps? Est-ce qu'on va descendre dans la journée? Est-ce que ça va être le week-end, etc. C'est vraiment la collectivité qui le décide. C'est pas à la main de délégataire. Et ensuite, il y a deux axes. La première, et celle dont on parle le plus, c'est plutôt comment on fait pour que chacun porte la bonne part du réseau. Et donc l'exemple des zones qui subissent un flux touristique important l'été, c'est pour dire comment est-ce qu'on fait pour que les résidents ne payent pas un réseau surdimensionné toute l'année, justement parce que pendant trois mois l'été, il y a les touristes. Donc cette tarification l'été, c'est plutôt pour dire les touristes devaient participer à l'effort du réseau et ne pas le faire subir par les résidents toute l'année. Il y a aussi, on peut citer, il y a des cas de professionnels qui ont leur propre puits, qui puisent tout le temps, sauf en cas de stress hydrique, souvent l'été, quand ils en ont plus dans leur puits, et c'est à ce moment-là qu'ils viennent tirer sur le réseau, qui devraient leur répondre parce qu'ils ont les. Et pas y avoir une telle relève nous permettrait peut-être d'un côté de suivre ses consommations, de l'autre de suivre les réservoirs et d'inciter ces industriels de consommer plutôt l'inverse. Pendant l'hiver, même s'ils ont de l'eau dans le puits, ils peuvent tirer sur le réseau parce que le réseau est beaucoup plus aussi. Et pendant l'été, quand il y a un vrai stress hydrique et on a du mal à fournir tous les touristes, c'est peut-être là que les industriels doivent aller chercher dans le puits. Donc, vraiment, la première axe, c'est plutôt comment est-ce que j'optimise les consommations, les balances de consommation, d'essayer de répartir au maximum sur l'année pour ne pas justement surcharger les usagers finaux. Ça, c'est le premier axe. Et évidemment, il y a une deuxième qui peut être envisagée en étude aujourd'hui, mais il ne me semble pas que c'est mis en place encore. C'est une tarification progressive pour inciter à moins consommer dans l'électricité et le gaz. On n'en est pas encore, mais évidemment, ça fait partie des axes qui sont possibles avec le terrorisme. Clairement. Ok, on va passer sur une autre thématique liée à la RGPD et la gestion des données. Très intéressant. Alors, on dépasse un petit peu, mais merci pour ceux qui restent. Pouvez-vous exploiter finalement les données horaires sans accord écrit de l'usager? Or, la partie industrielle, mais vraiment client. Non. C'est clair, on a tous aujourd'hui des DSI et des personnes dédiées à ce sujet-là chez nous. C'est clair et net. Il est hors de question de collecter des données horaires sans l'accord des usagers, tout simplement parce qu'il faut que les services proposés sont proportionnés à la donnée collectée. On ne peut pas se permettre de collecter une donnée horaire si c'est pour la facturation et des électriques. Vraiment. Donc, aujourd'hui, n'est pas nécessaire et donc il est interdit de collecter des données horaires sans consentement du usager final. Ok. Et pour compléter, ce sera peut-être la dernière question, sauf si on en a d'autres entre-temps, mais est-ce qu'aujourd'hui, bah alors, le sondage arrive un petit peu plus vite, mais on va poser la question en même temps. Je soumets le vote également. Côté RGPD, ouais, est-ce qu'il y a aujourd'hui un observatoire de la data liée à l'eau qui serait centralisé, qui permettrait, toi, côté SOR, d'envoyer les données de télérelève vers un observatoire d'une entité publique qui, elle, pourrait collecter l'ensemble de la data et la compiler et en tirer des stats liées à tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on te demande ça? Alors, il n'existe pas une entité publique qui vise à centraliser toute la donnée. Je sais que le sujet est ouvert, y compris pour l'électricité et le gaz. Il y a un vrai enjeu de dire, bah, vous collectez des données journalières, ça peut être une mine d'informations. Je parle toujours en termes d'anonymat, mais savoir quand même combien on consomme par jour pour proposer des services dédiés. Mais il n'y a pas d'entité publique qui le propose. Aujourd'hui, ces données sont la propriété de la collectivité, sont la propriété des abonnés finaux, et c'est eux qui peuvent donner accès à leurs propres prestataires à ces données-là. Donc, nous, on peut être approché par des prestataires de nos clients avec évidemment les informations qui vont bien pour nous solliciter, collecter ces informations et les exploiter par ailleurs. Mais c'est à la démarche entre guillemets unitaire. Il n'y a pas d'entité publique. D'open data dédié localement finalement à la collectivité, effectivement. Oui. Mais il n'y a pas une entité globale nationale qui permettrait de centraliser. Très bonne idée en tout cas. Oui. Voilà, peut-être qu'on peut lancer un groupe de travail sur le sujet. Ok.
Parfait. Bah, écoutez, on a une dernière question qui vient d'arriver. Avez-vous déjà, alors là on rentre un peu plus dans la technique, mais avez-vous déjà démarré l'installation de compteur LoRa sur le département de la Nièvre? Qui puis-je contacter à la SOR pour avoir un détail? Ok, bon. Je prends évidemment le sujet, je vous répondrai en dehors de du webinaire. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. On a un petit peu, on a un peu débordé. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas, on va pouvoir, grâce du coup à votre inscription, vous renvoyer le replay pour ensuite que vous puissiez éventuellement partager à d'autres personnes autour de vous. Et puis bien évidemment, en complémentarité, on se tient tous à votre disposition pour creuser un peu ces différents sujets de manière un petit peu plus formalisée et plus petit comité, avec la capacité de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Je sais que ça peut être frustrant parce qu'on n'est pas toujours capable de répondre à l'ensemble des questions en même temps sur le timing, mais n'hésitez pas, en tout cas, je vous invite à nous contacter dans un second temps pour pouvoir aller compléter tous ces débats. Un grand merci pour votre participation. Merci à tous. Et merci pour votre intérêt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.